Chapitre 2 Lynchage médiatique. Je ne m'attendais pas à un quelconque dépôt de plainte, et encore moins pour viol. Quand un ami m'a informé que Madame Enda Ayari avait posté un message sur Facebook, je n'ai pas pris la chose très au sérieux, tant j'étais habituée aux attaques les plus insensées sur les réseaux sociaux. En lisant son post, je me suis dit qu'il n'était pas utile de réagir, tant c'était invraisemblable. Dans les heures qui suivirent, 1, 2, 3, puis 5, 6 journalistes essayèrent de me contacter afin de recueillir ma réaction. Je n'ai pas répondu, et les premiers articles parus, notamment sur les sites du Nouvel Obs et de BFM TV, étaient des charges sans nuance. Si le conditionnel était employé, l'ensemble des comptes rendus prenait la plaignante au mot, ne questionnait pas la vraisemblance de son récit et embellissait sans mesure le portrait de celle-ci. Elle était, d'après eux, une ancienne salafiste, écrivain, journaliste, engagée dans l'action associative solidaire, militante féministe, etc. Très vite, la machine médiatique s'est emballée et a donné le ton de la campagne qui allait suivre. Le méchant prédicateur musulman, islamiste, adepte du double discours, prédateur, pervers, utilisant la religion pour violer une femme sous emprise, faisait face à une victime, une femme sincère et manipulée, choquée, bafouée, tellement courageuse et enfin libérée. Le tableau ne changera plus. Quelles que soient les révélations du dossier mettant à mal la version de la première plaignante, puis de la seconde, les médias se borneront à me présenter comme un odieux personnage, forcément coupable, et Madame Enda Ayari et Madame Polema Aline, non pas comme des plaignantes, mais comme des victimes, forcément honnêtes. On m'avait alerté sur le livre que Madame Enda Ayari avait écrit et publié en 2016, avec l'aide de Florence Bouquilla, alors journaliste au Nouvel Obs. J'ai choisi d'être libre. On m'avait également rapporté que cette dernière était connue parmi les journalistes pour le manque de rigueur de ses enquêtes et ses écarts fréquents vis-à-vis de la vérité. Elle avait des antécédents. Dans l'affaire Dominique Baudis, elle aurait admis en privé, selon ce dernier, avoir été manipulée par le Corbeau, dont le témoignage l'avait condamnée, reconnaissant ainsi une faute grave dans une affaire qui avait détruit la vie d'un homme. Cela ne lui avait manifestement pas servi de leçon quant à la nécessaire vérification des sources et des faits. Dans ce livre, Florence Bouquilla semblait en effet avoir omis de vérifier les dires de son interlocutrice. Un simple contact avec des membres de la famille de Madame Enda Ayari, que cette dernière charge sans mesure dans son ouvrage, avec ses voisins, ses collègues, ou plus largement ses connaissances et amis, à Rouen ou à Roanne, aurait convaincu la journaliste que la prudence s'imposait. Il n'en fut rien. L'histoire était trop belle. Voici donc une femme à qui sa famille imposa une pratique religieuse rétrograde, qui fut plusieurs fois violée dans sa jeunesse, mariée quasiment de force, maltraitée par son mari salafiste, manipulée par la propagande islamiste et qui enfin finit par briser tous ses carcans, enlever son voile, dénoncer l'embrigadement religieux et assumer avec courage son statut de femme libre. C'est la promesse d'un roman poignant, avec les ingrédients d'une fable à grand succès. Tel était apparemment l'objectif, faire du bruit et de l'argent en attaquant la religion et ses dérives, même si la première victime de l'opération était la vérité. Peu importait que son histoire fût, dans les faits, un tissu de mensonges, sur sa famille autant qu'au sujet de son mari,
que ses propres enfants eussent dénoncé ses élucubrations, et qu'enfin tant de femmes et d'hommes de son entourage l'eussent traité de mythomane. On feignit de croire qu'elle ressemblait à l'égérie que l'on avait voulu faire d'elle sur la couverture de l'une des éditions de son livre. Libre, le bras levé, un voile au vent, courageuse. Dans un des chapitres de son ouvrage, elle évoque une liaison qu'elle aurait eue avec un dénommé Zubeir. D'emblée, elle annonce que c'est un pseudonyme. Il s'agit d'un théologien musulman, un intellectuel mondialement connu, dit-elle. Elle parle de la nature de cette relation et raconte leur rencontre. À la lecture, les faits qu'elle rapporte sont étranges et peu crédibles. Ce qui importe néanmoins, c'est qu'à aucun moment elle ne parle de viol ou d'une relation non consentie. Son but évident, au moment où elle écrit ce livre, est de décrédibiliser les représentants de l'islam, et en particulier ce théologien, aux yeux de ceux qui pourraient le reconnaître. Deux de mes plus acharnés opposants sur la toile ne s'y tromperont pas. C'est le cas de M. Mahamar Metmati, dont je suis la cible préférée depuis plus de 10 ans. Sur sa chaîne YouTube, il a publié de nombreuses vidéos contre moi et écrit un pamphlet. Tariq Ramadan, imposteur du XXIe siècle. Pour dénoncer mes positions trop conciliantes à son goût et insuffisamment islamiques, du fait que je prônerais la laïcité et ne condamnerais pas l'homosexualité. Sur Internet, dans les mois qui ont précédé la plainte de Madame Ayari, il a posté une vidéo dans laquelle il propose de payer 3 000 € toute personne qui lui livrerait des témoignages sur ma vie privée et sexuelle. À la suite de la publication du livre de Madame Ayari, M. Metmati a posté une vidéo qui se présente comme une lecture commentée du chapitre concernant ce fameux Zubeir. Il s'attache à y prouver que je suis le théologien en question. Il ne s'agit pas alors de dénoncer un viol, mais de révéler la vie privée d'un homme pour atteindre sa réputation et le décrédibiliser. C'est exactement ce que fera Madame Lucia Canovi, de son vrai nom Adeline Aragon, qui elle aussi développe une sorte d'obsession à mon égard depuis des années. Elle a publié près de 20 vidéos contre mes positions. Outre la présentation de ses thèses sur le fait que Jeanne d'Arc était un prophète, Freud un assassin, et que la Terre est plate, elle explique que je pratiquerais des messes noires, que je suis un sataniste, pas musulman du tout, et que j'aurais participé à un cérémonial de naissance ayant entraîné la mort de la maman et du nouveau-né. Au début de l'année 2017, après la parution de l'ouvrage de Madame Ayari, mais avant sa plainte, elle a annoncé qu'elle préparait un livre à charge contre moi. Il s'agissait, disait-elle, de faire une lecture commentée et approfondie de mes œuvres. Madame Canovi y décelait des messages subliminaux, dangereux et satanistes, empruntant au signe de l'ésotérisme des francs-maçons, au nombre desquels, évidemment, je compterais. Elle voulait y exposer la face cachée de ma vie privée et mentionnait entre autres M. Metmati et le fameux chapitre de Madame Ayari. L'objectif affiché était toujours de me décrédibiliser et de me faire tomber, ainsi qu'elle définissait ses objectifs dans ses posts et vidéos tout au long de son obsessionnelle campagne anti-Ramadan. Petite note. Quelques jours après les premières plaintes, Madame Canovi a posté sur Facebook un appel invitant tous ceux qui le pouvaient à lui transmettre des informations sur des signes distinctifs de mon anatomie, cicatrices, grains de beauté, etc., afin que cela donne plus de poids et de crédibilité à des femmes désireuses de témoigner contre moi. Cet appel a été versé au dossier par mon avocat. Fin de la note.
Le journaliste Yann Hamel lui offrait une tribune sous la forme d'une interview dans mondafrique.com. Sous le titre « Les tartufferies de Tariq Ramadan ». Il est question de révéler ma vie privée, non pas de viol ou de crime. Petite note. Cet article, initialement publié le 12 juillet 2017, est aujourd'hui curieusement post-daté du 2 février 2018, sur le site de mondafrique.com. La première question de l'interview, qui n'avait pas été modifiée, parle maladroitement d'un livre qui doit paraître en 2017. En changeant les dates ou en effaçant certains postes, Yann Hamel semble vouloir montrer qu'il suit et commente les événements et ne les provoque pas. Il a pourtant écrit un tweet, comme nous le verrons plus bas, 5 jours avant le premier post et la première plainte de Madame Ayari, appelant des femmes à dénoncer un certain prédicateur. Fin de la note. Sur la base de la plainte de Madame Ayari, de nombreux journalistes ont ensuite mentionné ce fameux chapitre de son livre. Le fait qu'il soit paru 1 an avant le début de la campagne MeToo était présenté comme une preuve supplémentaire de la cohérence et de la constance du propos de la plaignante. Aucun journaliste, je dis bien aucun, n'a pris la peine de lire avec attention le dit chapitre et de relever qu'il n'y ait pas du tout question de viol. Petite note. Dans l'émission Contre-enquête, diffusée le 23 mai 2019 sur France 2, les journalistes, sans grand souci d'objectivité ni de vérité, laissent même entendre, pour conférer de la crédibilité à son récit, qu'elle avait parlé de viol dans son livre. Une contre-vérité. Ce reportage tout à charge est à l'enquête ce que le conte est au journalisme d'investigation. Fin de la note. Aucun journaliste n'a relevé les innombrables contradictions qui, de plus, existent entre son récit et ses déclarations ultérieures à la presse et à la police. Elle changera d'ailleurs 4 fois de version au cours de la procédure, comme on peut le constater dans le dossier, sans que cela interpelle ni la police, ni les juges, ni les médias si complaisants. Le choc traumatique, suivant un viol, dira-t-on, pouvait expliquer ces écarts de mémoire. Il s'agit là d'une donnée scientifique à prendre très au sérieux car elle permet de comprendre des comportements inhabituels, des oublis, des refoulements, des blocages, etc. Des mois, voire des années après les agressions. On ne peut néanmoins s'en prévaloir et l'instrumentaliser outrageusement pour justifier la malhonnêteté et le travestissement des faits. Tout au long de l'instruction, j'allais comprendre qu'au nom du choc traumatique, la victime s'arrogeait le droit de dire n'importe quoi, de mentir et de se contredire, au point de ne plus se rappeler ni le lieu, ni le jour, ni le déroulement des faits. Le but de son ouvrage était explicitement de décrédibiliser et de salir un théologien musulman. La reconstruction a posteriori du portrait d'un violeur avait été rendue plus facile et crédible par la vague du mouvement MeToo et Balance ton porc. La charge émotionnelle, décuplée par le mouvement, était si grande que l'on n'exigeait pas trop d'explications ou de preuves de la part des plaignantes. Elles avaient suffisamment subi pour que l'on n'en ajoute pas de la suspicion à leur souffrance. Madame Ayari avait donc le bénéfice émotif du doute et d'emblée, on ne lui demanda jamais de démontrer la véracité de ses accusations. C'était à moi, contre le droit et la raison, de prouver mon innocence. Quand la police lui a demandé pourquoi elle n'avait pas parlé de viol dans son livre, elle a répondu qu'elle était restée prudente et voulait éviter d'être poursuivie pour diffamation. Personne, à l'exception de mon conseil, ne relèvera l'aveu de cette réponse. Comment avoir peur d'être poursuivi pour diffamation quand on dit la vérité ?
le choc traumatique à l'évidence. La version livrée par Madame Ayari à la police ne correspondait pas du tout à celle de son livre quant au déroulement des faits. L'arrivée dans la chambre, les gâteaux offerts, l'agression, le départ au matin. Dans l'une, la rencontre se faisait dans le lobby. Dans l'autre, dans la chambre. Dans l'une, elle consentait, dans l'autre, elle subissait. Dans l'une, elle partait en premier, dans l'autre en dernier, et tout à l'avenant. Une troisième, puis une quatrième version allait s'ajouter à celle-ci après le dépôt de la seconde plainte de Madame Paul Emma Aline, une semaine plus tard. Celle-ci décrivait, quant à elle, une scène d'horreur, autrement plus glaçante. Dès l'entrée dans la chambre, affirmait-elle, j'aurais changé de visage en quelques minutes. Je serais devenue un monstre et je l'aurais violenté sans retenue. Un coup de pied dans sa canne pour la faire chuter, des insultes, des coups, des pratiques sexuelles imposées, tandis que j'étais pris d'une sorte de folie agressive et perverse. La troisième version de Madame Ayari allait évoluer en parallèle et soudain intégrer des éléments curieusement similaires à ceux de Madame Aline. Selon elle aussi, désormais, j'aurais changé de visage en quelques secondes, pris d'un accès de folie et de cette violence propre aux violeurs et autres pervers sexuels. Ce qui est troublant, c'est que les juges faisaient mine de ne rien constater de l'évolution de ces versions et concluaient, contre le bon sens et invariablement, que les similitudes entre celles-ci, même construites a posteriori, ajoutaient à la véracité des plaintes et représentaient autant d'indices concordants. Sans surprise, les journalistes, qui ont accès au dossier quasiment en direct, ne relèveront pas la bizarrerie de ces dépositions évolutives, produites par des plaignantes qui se connaissent et qui s'inspirent l'une l'autre pour construire leur récit. Madame Paul Emma Aline dépose sa plainte exactement une semaine après Madame Ayari, le vendredi 27 octobre 2017. Elle aura accès aux médias, elle aussi, par la voie royale. Dans un long entretien avec une journaliste de BFM TV, son visage est flouté et sa voix transformée. Les images la montrent handicapée, se déplaçant avec une canne, et son récit décrit un viol d'une violence inouïe. La plaignante décrit avec force, détail, des scènes d'horreur, devant une journaliste qui ne ménage aucun effet pour lui témoigner son empathie. Au tribunal médiatique, elle est déjà la victime, et moi, le coupable. Cette deuxième plainte confirme la véracité de la première et l'avocat de Madame Aline, maître Éric Morin, annonce à grand bruit que d'autres plaintes vont suivre. L'affaire est entendue. Les journalistes de BFM TV n'ont bien sûr pas pris le temps de vérifier certains faits élémentaires et n'ont pas jugé nécessaire de poser les questions les plus évidentes. Pour ajouter à la dramatisation du récit de ce viol sur une femme vulnérable, Madame Aline apparaît à l'image avec une béquille, 8 ans après les faits. Or, comme l'ont relevé certaines de ses connaissances, notamment ses collègues du parti de Nicolas Dupont-Aignan à Montpellier, au sein duquel elle a fait campagne en 2012, elle se déplace au quotidien normalement, sans canne ni béquille. C'est sans ces dernières qu'elle se présentera. C'est sans ces dernières qu'elle se présentera d'ailleurs au tribunal lors de la confrontation du 18 septembre 2018. Petite note. C'est également sans béquille qu'elle apparaît dans l'émission Contre-enquête du 23 mai 2019, comme ce fut déjà le cas sur le plateau de Ce soir ou jamais, le 16 novembre 2009, soit moins d'1 mois après la rencontre. Fin de la note. Madame Aline soutient par ailleurs avoir été séquestrée dans une chambre d'hôtel et avoir hurlé à plusieurs reprises. Or, je le répète, comment peut-on séquestrer une personne dans une chambre d'hôtel ?
On peut empêcher quelqu'un d'entrer dans une chambre, certes, mais comment peut-on l'empêcher d'en sortir quand elle s'y trouve seule? Comment se fait-il que personne ne l'ait entendue hurler en plein après-midi, alors qu'elle-même dit avoir entendu des gens discuter dans la chambre voisine? Elle affirme qu'une femme de chambre serait entrée dans la chambre alors qu'elle était séquestrée et qu'elle l'aurait vue allongée et nue lui demandant de l'aide. Cette femme de chambre serait ensuite repartie sans tenir compte de ses appels à l'aide et de ses gémissements et sans avertir personne. J'aurais même, ajoute-t-elle dans l'une de ses versions, confisqué son téléphone portable, ainsi que le téléphone de la chambre, pour l'empêcher d'appeler au secours. Madame Aline n'aura à répondre à aucune question. Elle raconte à sa guise et son récit est parole de victime, donc d'évangile. Le plan média est particulièrement bien pensé. Le même jour, 22 novembre 2017, Madame Paul Emma Aline donne une interview à Caroline Fourest dans Marianne. On connaît l'animosité chronique que cette dernière nourrit à mon égard. Les deux femmes se connaissent depuis novembre 2009, lorsque Madame Paul Emma Aline l'avait contactée pour lui parler de cette relation avec moi. Son idée, comme elle le confiera à une connaissance lors d'une discussion privée, était alors de me faire tomber et de me salir au point que l'on finisse par me cracher dessus dans la rue. Tous ces mots entre parenthèses, entre guillemets, comme des citations. Petite note, cette discussion se trouve dans le dossier. Elle a été remise à la police par la connaissance en question, Denise. Fin de la note. Il n'est pas question de viol. Caroline Fourest affirme que le récit de Madame Aline était à l'époque en tout point semblable à celui d'aujourd'hui. Elle avait même organisé, en 2009, une rencontre entre Madame Aline et un procureur par l'intermédiaire d'Antoine Sfer, qui le connaissait bien. Petite note, il a été identifié depuis. Il s'agit de Michel Debac, avocat général à la Cour de cassation, ex-patron de la section antiterroriste du parquet. Il fut l'un des conseillers d'Emmanuel Macron. Fin de la note. Comment se fait-il que ces trois interlocuteurs de Madame Aline, notoirement hostiles à ma personne, dont un procureur en exercice, aient eu connaissance d'un viol, d'un crime et ne l'aient pas dénoncé? Ne s'agit-il pas d'une obligation pour un représentant de l'État ou un membre de la magistrature de dénoncer un crime, comme cela a été maintes fois rappelé au cours de l'affaire Benalla en 2018 ? Les explications de Caroline Fourest quant à son silence sont restées bien confuses. La victime, dit-elle, n'est pas prête à porter plainte. Elle-même, dont l'hostilité à ma personne était connue, n'aurait pas été crue. Elle aurait donc décidé de ne pas dénoncer le crime d'un violeur pervers, prédateur et violent, de n'en jamais rien dire et de laisser courir ce monstre en liberté, malgré le risque qu'il s'en prenne à d'autres victimes, alors qu'elle avait écrit un livre et des dizaines d'articles hostiles à son sujet. Quant au procureur Michel Debac, on ne l'a pas questionné sur son silence, ni sur son devoir de signaler un crime, pas plus que sur la faute professionnelle résultant de son inaction. Il se contentera de déclarer au journal du dimanche, du 6 février 2018, que, selon son souvenir, les faits rapportés par la plaignante étaient caractérisés, qu'il lui avait vivement conseillé de porter plainte et qu'enfin, il se tenait à la disposition de la justice le cas échéant. Procureur en exercice, il ne lui a pas semblé nécessaire de dénoncer un violeur et un criminel. Est-ce seulement crédible ? Mon avocat, maître Bouzeroux, a adressé une lettre à la garde des Sceaux, madame Nicole Belloubet, pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Les investigations n'auront pas lieu, et jusqu'à ce jour, les juges d'instruction n'ont questionné
ni Caroline Fourest, ni le procureur de Bac. L'entretien de Caroline Fourest avec Madame Polema Aline, dans le numéro de Marianne du 22 novembre 2017, est plein d'enseignements. Les différences manifestes entre son témoignage sur BFM TV et celui du magazine, pourtant diffusé le même jour, sautent aussitôt aux yeux. Le déroulement des faits n'est pas présenté de la même façon, ni mon comportement, ni les endroits où j'aurais caché ses vêtements et sa béquille avant de la séquestrer. Cela ne surprend aucun journaliste. Ce qui demeure, c'est évidemment l'essentiel, le récit de l'horreur. Afin d'anticiper ce que révélera la manifestation d'éléments que les deux interlocutrices savent en ma possession, petite note, de nombreux emails et autres messages que Madame Polema Aline m'a envoyés après la date du prétendu viol. Ils ont été versés au dossier. Fin de la note. Elles vont insister sur l'emprise du gourou religieux. Madame Polema Aline se serait ainsi convertie à l'islam, puis elle serait entrée en contact avec moi, dit-elle, dans l'intention de me poser des questions strictement religieuses. J'aurais alors exercé mon emprise sur elle, lui aurais promis le mariage et imposé un comportement et des tenues islamiques très strictes. Elle devait porter le foulard et nous avions le projet de nous marier et qu'elle vienne s'installer à Londres. Toutes ces affabulations ne seront confirmées par aucun élément du dossier. Dans les SMS ou emails qui ont été retrouvés depuis, aucune référence à la religion, aucune exigence vestimentaire, nulle mention de foulard et encore moins de mariage ou d'installation à Londres. Dans l'entretien publié par Marianne, Caroline Fourest multiplie les questions conciliantes confirmant l'emprise du Tartuffe religieux, sa duplicité, son double discours et sa double vie. Au demeurant, l'intervieweuse n'a pas grande difficulté à utiliser l'interviewé pour conforter ses propres thèses, depuis si longtemps répétées. Il n'y a rien à vérifier. L'entretien réalise des objectifs partagés par les deux parties. Dans les faits, il ne s'agit pas d'un réel entretien, mais d'une distribution de rôles entre deux complices objectives qui se connaissent de longue date, déterminées à faire chuter et condamner un homme. Une journaliste qui semble se borner à rapporter des faits et une victime heureuse de se voir enfin entendue. Là encore, toutes les incohérences doivent être acceptées au nom d'un choc traumatique dont elles dévoient sciemment l'importance et le sens. La campagne médiatique prend ensuite une ampleur invraisemblable. Tous les médias s'y sont mis et ont rapporté sans vérification ni distance le récit de Madame Polema Aline après celui de Madame Enda Ayari. Le Monde n'hésite pas, sous la plume de Raphaël Baquet, à en rapporter les traits les plus croustillants, crus, violents et sordides. Dans Libération, Bernadette Sauvage n'hésite jamais à surenchérir et publie les pires horreurs dans la droite ligne de BFM TV. Les magazines, du Point à l'Express, de Paris Match à Marianne, comme les journaux locaux, entrent également dans cette campagne qui s'apparente à un lynchage médiatique. On commence par affirmer que l'on respecte la présomption d'innocence, puis dans la phrase suivante, on me traite en coupable, déjà jugé, déjà condamné, moralement mort. Le but, quels que soient les faits, consiste à profiter de l'aubaine pour me salir, briser tant 30 ans de travail, décrédibiliser l'homme et à travers lui son message. Il faut en sus me couper de tous mes soutiens parmi les citoyens de confession musulmane en particulier et parmi les Français en général. L'opportunité est belle. Même si à terme, je puis être innocenté, il faut que j'en sorte détruit, abîmé,
ostracisée et seule. Petite note. Ou même que j'en crève, selon l'espérance de Mohamed Sifawi, l'ami de Caroline Fourest, auteur d'innombrables commentaires odieux à mon sujet lorsque j'étais en prison. Fin de la note. 2 raisons ont permis que l'opération médiatique atteigne certains de ses objectifs. La première est ma personne elle-même et ce que je représentais dans le paysage intellectuel, politique et médiatique français. Depuis 30 ans, on me présente dans les médias, à gauche comme à droite, comme un intellectuel controversé, un islamiste ou encore une personnalité clivante. J'ai déjà abordé cette question dans un livre, Mon intime conviction. Rien n'a changé depuis, et mes détracteurs sont restés les mêmes. Dans nombre de situations, j'ai pu constater que des politiques et des intellectuels, parfois en profond désaccord sur le plan idéologique, avaient un intérêt commun à me disqualifier du débat et de la scène publique. Cette ultime campagne médiatique ne faisait pas exception. Il y avait une sorte d'unanimité entre les politiques, les intellectuels et les médias. Ma chute était une aubaine. Je dérangeais trop de monde. Les rares voix qui ont pu s'exprimer à contre-courant ont dû, à 1 ou 2 exceptions près, s'en tenir à rappeler le principe du respect pour tous, de la présomption d'innocence. Ils ont parfois mentionné les conditions de mon emprisonnement alors que mon état de santé se détériorait gravement. Dire plus était impossible et inaudible, voire dangereux, pour l'avenir des audacieux, pour la reconnaissance de leur travail ou la poursuite d'un plan de carrière. La seconde raison était bien sûr l'atmosphère née des mouvements MeToo et Balance ton porc. La parole des femmes discriminées, agressées, violentées, violées, se libérait enfin, et cette vague drainait une charge émotionnelle très forte, beaucoup de douleur, de souffrance, de larmes et de rancœur. Sous leur identité réelle ou anonymement, des femmes avaient le courage de dire, de dénoncer et de s'affirmer. Au début de ce mouvement, j'en ai soutenu le principe et les objectifs, comme je continue à le faire aujourd'hui. On ne peut rester silencieux quand des femmes sont niées dans leur être, violentées dans leur corps et violées. Je n'ai eu de cesse depuis 30 ans de dénoncer les attitudes patriarcales, la violence domestique et le déni de ces réalités dans toutes les sociétés du monde, et notamment dans les sociétés majoritairement musulmanes. J'ai dénoncé le fait que, dans certaines sociétés traditionnelles, l'on fasse porter à la femme, victime d'agression ou de viol, le poids de la culpabilité d'avoir été agressée et violée, car cela est odieux et inacceptable. Je me suis fait beaucoup d'ennemis en prenant de telles positions, et plus largement en m'opposant à l'interdiction de l'avortement dans les sociétés majoritairement musulmanes. Petite note, alors que l'islam impose une approche circonstanciée et que les décisions qui appartiennent en dernier ressort aux parents se prennent toujours au cas par cas. Fin de la note. Mes livres et mes interventions en sont la preuve depuis des décennies. La libération de la parole des victimes me paraît un événement capital et salutaire. Il importe néanmoins de dire et de répéter que tout n'est pas permis au nom de la libération de la parole des femmes. Depuis que le mouvement a été lancé en 2017, des dérives graves ont été constatées. L'avocat Éric Dupond-Moretti, l'un des premiers, a dit craindre que ce mouvement puisse être une opportunité de régler des comptes en surfant sur l'empathie naturelle que suscite cette campagne. Les faits lui ont donné raison. Certaines femmes se sont fait passer pour des victimes et ont instrumentalisé des revendications légitimes de liberté et de dignité à des fins personnelles, pour mentir et se venger.
Il y a de quoi être effrayé lorsqu'on entend une politologue doctorante comme Fatima Kemilat affirmer qu'il faut toujours croire les femmes qui portent plainte. Et qu'une femme qui se dit victime d'un viol dit forcément la vérité. Ces propos sont dangereux et de nature à agir contre l'esprit et les objectifs d'un mouvement qui se voulait d'abord un appel à la libération de la parole et une revendication de vérité. Il est grave et stupide d'essentialiser les femmes en affirmant qu'elles sont victimes par définition. La seule attitude qui se justifie et nous honore est à mon sens de toujours être du côté des victimes. Elles sont souvent des femmes, mais il s'agit parfois d'hommes qui sont la cible de règlements de comptes, de vengeance, voire de calculs politiques et idéologiques plus complexes. Ce qui nous sauvera toujours, c'est de suspendre notre jugement jusqu'à la vérification des faits. L'émotion n'est jamais bon juge, ni la précipitation, ni enfin cet essentialisme simpliste et aveuglant proclamant que les femmes ont toujours raison. MeToo et Balance ton porc ont révélé de nombreuses victimes, des femmes comme des hommes. Il est important de s'en souvenir. Pendant toutes ces semaines, et jusqu'à ma garde à vue, j'avais décidé de ne pas répondre aux sollicitations des médias. Le lynchage était si violent que mes éventuelles dénégations seraient de toute façon inaudibles. Sur les réseaux sociaux, j'ai dit et répété que je faisais confiance à la justice et que je ne m'engagerais pas dans une surenchère médiatique. Dans une vidéo postée sur mon compte Facebook, j'expliquais ma position. J'étais innocent et je me défendrais comme il se devait pour que la vérité se manifestât. Le jugement ne serait pas rendu sur les plateaux de télévision, mais devant les juges. Il fallait donc être patient. À la question de savoir pourquoi ces femmes mentaient, je répondais qu'il s'agissait clairement d'une conjonction d'intérêts convergents réunissant mes ennemis bien connus. Le coup ne venait pas de nulle part, et il avait des antécédents. Au cours de l'été 2017, bien avant les plaintes d'octobre 2017, le paparazzi franco-israélien Jean-Claude Elfassi, petite note, Jean-Claude Elfassi n'est pas seulement un paparazzi. Il est un défenseur acharné d'Israël et m'a toujours considéré comme un ennemi, car je défendais les Palestiniens et critiquais systématiquement la politique coloniale et répressive de l'État israélien. Il fait partie de ces ennemis que j'identifiais déjà en 2009 dans mon intime conviction. Fin de la note. Je disais, le paparazzi franco-israélien Jean-Claude Elfassi, dont le nom apparaît des dizaines de fois dans le dossier, demandait en effet sur Internet que lui soient envoyés des témoignages sur ma vie privée sexuelle, comme l'avait fait Mahamar Metmati contre rémunération. Le 15 octobre 2017, 5 jours avant les plaintes, Yann Hamel, habité par sa haine à mon égard, petite note, au point de m'avoir menacé de me buter, je cite, en février 2007, fin de la note, poste un message sur Twitter en suggérant à des musulmanes de témoigner contre un certain prédicateur dans le sillage de l'affaire Weinstein. Plus l'enquête a progressé, plus ces noms sont apparus. Ils font désormais partie du dossier sur différents plans et à différents niveaux. Pourtant, aucun n'a été entendu par les juges à ce jour. Contrairement à ce qui a été dit dans les médias, je n'ai jamais parlé de complot. J'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis qui espéraient me faire tomber et qui ne s'en cachaient pas. Parmi eux, des laïcs intégristes, des sionistes aveuglément pro-israéliens, des féministes aux penchants coloniaux, etc. Petite note, voire mon intime conviction, aux Presses du Châtelet 2009. Fin de la note. Je connaissais depuis longtemps l'existence de posts sur Facebook ou sur Twitter visant à atteindre à ma réputation.
D'autres, comme Alain Soral, cité par les deux plaignantes, Amel, Metmati, Canovi et El Fassi, appelaient en public ou en privé à la délation ou à la récolte de témoignages, avec ou sans contrepartie financière, afin de me piéger. Les tentatives de traquenard furent nombreuses. Je voyais donc dans cette affaire une convergence d'intérêts entre mes ennemis et, pour certains d'entre eux, existait une collusion caractérisée. C'est ce que j'ai très vite affirmé sur ma page Facebook officielle, et je m'en suis tenue à cette position. L'évolution de l'instruction et les informations récoltées sur les personnes citées, les relations entre les plaignantes et les liens établis avec certains journalistes ou autres chercheurs et idéologues m'ont donné raison. Il est en effet impossible de comprendre le mensonge des trois plaignantes sans appréhender les nombreuses connexions et influences qui les dépassent. Au début de l'affaire, un texte rédigé par l'Union française des consommateurs musulmans, l'UFCM, a établi un lien entre les accusations de viol et les seuls milieux sionistes. Son auteur m'avait informé de son contenu, sans entrer dans les détails. Il allait écrire un texte sur l'affaire et souhaitait que nous le partagions sur ma page. Étant en voyage, j'ai informé mon assistante, avant d'entrer dans l'avion, de la prochaine parution de cet article et, en confiance, je lui ai demandé de le partager aussitôt qu'il aurait été posté. Ce qu'elle a fait. Dès que j'ai eu connaissance de son contenu, je lui ai demandé de le retirer, car ce texte était réducteur et caricatural sur de nombreux points, même s'il est vrai que certains de mes détracteurs apparaissant dans le dossier, m'attaquaient en raison de ma défense du peuple palestinien. La campagne médiatique s'est emballée au-delà de mon affaire et de ma personne. Elle a été instrumentalisée pour régler certains comptes. Charlie Hebdo, qui n'a jamais supporté mes critiques sur son humour sélectif et lâche, a fait sa une avec ma caricature. La semaine suivante, le magazine s'en prenait à Edoui Plenel, qui se voyait reprocher sa prétendue proximité avec moi et son silence sur ce qu'il devait forcément savoir quant à mes penchants pour le viol. La pression était forte, et les critiques contre Edoui Plenel et Mediapart particulièrement violentes. Edoui Plenel perdit pied, et comme le releva Mathieu Verneret, il rendit gorge, ainsi que l'espérait Manuel Valls. Il se fit plus royaliste que le roi, et pour sauver la face, me compara aux prêtres pédophiles, avec leur emprise religieuse. Il diligenta dans la précipitation une enquête sur mon système, destinée à prouver au grand public que Mediapart ne m'épargnerait pas, et que lui, Edoui Plenel, n'était ni mon soutien, ni mon ami. À chacune de ses interventions publiques, il martèlera désormais ses critiques à mon égard. Le spectacle de cette mise au pas, de ce réalignement veule, était quelque peu affligeant. Je ne m'attendais pourtant pas à plus de rigueur déontologique de la part d'Edoui Plenel. Depuis 2003, ce n'était que sa troisième petite trahison. Petite note. En 2003 déjà, Edoui Plenel m'avait piégé en m'invitant à écrire un article pour Le Monde, sans me dire, comme m'en informa un de ses collaborateurs, qu'il était déjà en possession d'un article de Bernard-Henri Lévy qui m'attaquait de façon odieuse et qui serait publié à la suite du mien. Quand j'ai voulu réagir à cet article, il affirma m'avoir déjà donné la parole, sans pouvoir nier que le texte de Bernard-Henri Lévy était en sa possession avant qu'il m'invite à écrire le mien. En 2016, il me convainquit, avec le soutien appuyé d'une connaissance commune, de participer à l'enquête de son journaliste Mathieu Magnodex, qu'il me présenta comme objective, destinée à déconstruire les fantasmes et les contre-vérités, à mon endroit.
sans me dire qu'il s'agissait, pour lui et Mediapart, d'une opération de communication destinée à prouver qu'ils ne m'épargnaient pas et n'étaient pas des pro-Ramadan. L'enquête était insidieusement à charge, avec plus de 50 fautes factuelles. Il est révélateur de voir Plenel utiliser aujourd'hui cette même enquête pour prouver son ancien positionnement critique à mon égard, en contradiction totale avec ce qu'il me confiait alors en privé. Fin de la note. La tempête médiatique, par sa force et sa violence, a ébranlé nombre de femmes et d'hommes. Beaucoup, même s'ils ont pu être un temps déstabilisés, m'ont défendu et se sont mobilisés avec courage et abnégation. Ils ont écrit aux autorités, participé aux campagnes et aux rassemblements, multiplié les posts sur le net avec une énergie impressionnante. Je leur dois beaucoup. Il est compréhensible que d'aucuns aient été déçus et habités par le doute. Certains ont disparu. D'autres ne me connaissaient plus. D'autres encore sont restés silencieux ou préfèrent attendre la décision de la justice. D'autres enfin se sont comportés de la façon la plus lâche et la plus pusillanime. Mon affaire était toxique. J'étais devenue toxique. C'est somme toute l'un des aspects les plus positifs de cette affaire. Au gré de son évolution, elle a permis de révéler les femmes et les hommes de principe, de confiance, de fidélité et d'amour, en exposant de la même façon les juges, les peureux, les égoïstes, les veules, les opportunistes et les arrivistes. Un tri bienvenu. Quand je me suis rendue à la convocation de la police, je savais que les médias m'avaient déjà condamnée. Je m'attendais néanmoins à une autre attitude de la part de la police et des juges, même si je savais bien sûr combien il y avait d'hostilité à mon égard au sein du pouvoir français, de l'État et de ses institutions. Je n'avais rien dit car je savais ma parole étouffée par la tourmente médiatique. Après plus de 3 mois de silence, j'allais enfin pouvoir donner ma version des faits. J'ai dû me rendre à l'évidence que, dans le calme apparent des bureaux de la police et des juges, je ne serais pas entendue non plus. On avait soudain l'opportunité de me réduire au silence, de m'enfermer, en même temps que l'on allait s'attacher à détruire méticuleusement mon image, ma réputation et mon honneur. En prison, je ne pourrais pas répondre. La belle affaire. On n'allait pas s'en priver. On ne s'en est pas privé. De toutes les personnes accusées et visées par les campagnes MeToo au niveau américain et international et Balance ton porc en France, je demeure, à l'heure où j'écris ces lignes, la seule qui a été jetée en prison. Il n'en est pas d'autre.